La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Charles Baudelaire. Bonjour les amis et bienvenue dans ce ode des correspondances de Charles Baudelaire dans lequel tout a été dit. Ce quatrain nous enseigne que nos ancêtres ont laissé dans la pierre et dans le marbre des symboles qui nous regardent tout autour dans notre vie quotidienne. Et c'est ce que je vais vous inviter à découvrir dans cette vidéo qui est la suite des 8 premières vidéos sur Bordeaux initiatique et ésotérique où là je vais vous faire découvrir les symboles agissants que les francs-maçons ont laissés depuis le XVIIIe siècle dans la ville de Bordeaux. Alors, en route et en voyage pour ce magnifique périple dans cette magnifique ville de Bordeaux. Dans le second quatrain des correspondances, Baudelaire continue. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Baudelaire nous expose sa théorie des correspondances horizontales en soulignant la profonde unité de l'intuition. La vérité de la sensation est complexe, elle se situe à un niveau accessible seulement à celui qui creuse ses perceptions. De toute façon, elle reste globale, fugace et indistincte, et le mystère se laisse seulement approcher et non contempler. Il doit conserver l'aura sacrée du songe nocturne. L'unité qui relie tout, qui nous relie au sens de ce que nous vivons au niveau spirituel, et comme une vaste nuit, et comme la clarté nous renvoie aux symboles qui sont présents tout autour de nous. Et c'est donc dans ce véritable périple initiatique dans Bordeaux, avec les correspondances verticales et horizontales de ces principaux monuments, à la fois livres d'images et mystérieux, que les compagnons opératifs pour les cathédrales et les architectes francs-maçons nous ont laissé tracer avec leur équerre, leur compas et leurs règles, que je vous invite dans cette vidéo. Alors nous pouvons voir des correspondances entre les cathédrales qui, vues du ciel, peuvent être reliées pour tracer des lettres kabbalistiques. On peut aussi percevoir la ronde des 22 arcanes du tarot ou encore un arbre de vie gigantesque. Bordeaux vit défiler durant le XVIIIe siècle et même avant, avec Nostradamus, les plus grands chercheurs spirituels et illuministes. Martinez de Pasquali, Louis-Claude de Saint-Martin et même Cagliostro. Sans oublier Villermoz, créateur du rite écossais rectifié qui vint lui aussi à Bordeaux. À travers cette vidéo, je souhaiterais que vous visitiez maintenant Bordeaux, non plus les yeux rivés au sol, mais bien levés vers le ciel, à la recherche de ces magnifiques triangles, mascarons ou symboles qui nous regardent passer avec leur regard familier. Bordeaux se présente comme un passionnant livre d'images, d'abord parce que c'est dans l'histoire la ville de France la plus marquée dans sa chair par l'aspiration à la démocratie. Bordeaux-la-Marchande n'a jamais eu le goût morbide pour les tombeaux, comme on retrouve dans Paris, Toulouse ou Lyon, mais elle a marqué le temps et les époques par des hautes silhouettes, des flèches, des tours qui sont parmi les plus hauts de France, mais surtout les plus belles. Une ville à l'image du temple de Salomon détruite par l'envahisseur babylonien que les Juifs reconstruirent, à l'image de la destruction de Bordeaux par les Vikings en 848, ou à l'image du château Trompette qui fut détruit pour y créer la plus grande place d'Europe, la place des Quinconces. Cette place des Quinconces qui fait un double carré long, c'est-à-dire un carré long et la longueur qui est le double de la largeur comme tous les temples maçonniques. Ou encore le Grand Théâtre, reconstruit sur le plus antique temple romain de Bordeaux, le temple de Tutela, dans la rue des Piliers de Tutelle, qui évoque son passé. Et là encore, le Grand Théâtre est construit sur un carré long. Bordeaux peut se conjuguer au travers de ses monuments en liberté religieuse, puisque ses églises, mosquées, synagogues et toute obédience maçonnique s'y retrouvent. Et Bordeaux fut par exemple la première ville de France à accueillir les protestants dès la fin du XVe siècle. Venant d'Agen, quand j'ai découvert ou redécouvert Bordeaux en 2009, le panneau indique Gironde 33,
Oui, 33 comme l'âge du Christ, 33 comme les 33 degrés de la franc-maçonnerie. Et puis en rentrant en Gironde, je passe par Gornac et ensuite je vais sur Verdelais. Verdelais, le village où vécut le deuxième M de la trilogie des trois M de Bordeaux, c'est-à-dire Montaigne, Montesquieu et Mauriac. Le deuxième M est Mauriac, qui vécut là où Toulouse-Lautrec est inhumé. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir au rond-point de Verdelais, menant au village, une triple sculpture imbriquée. Une ancre marine, encastrée d'une croix et surmontée d'un cœur. Ce triple symbole représente le 18e degré de la franc-maçonnerie, le chevalier Rose-Croix. L'ancre représente l'espérance, la croix représente la foi et le cœur représente la charité, les trois vertus théologales. Ensuite, en continuant, l'arrivée sur Bordeaux, au fameux port de la Lune, me fait prendre conscience que ma découverte de Bordeaux sera véritablement initiatique. Port de la Lune, car les quais de Bordeaux sont en forme de lune, représentant ce que l'on retrouve sur la colonne du Nord quand on rentre dans un temple maçonnique, la colonne des apprentis. En garant ma voiture, en face de la fontaine de la Grave, je découvre la colonne brisée. La colonne brisée qui représente ad huc stat dans le rite écossais rectifié, qui veut dire cette colonne est encore debout. Autrement dit, cette colonne représente l'homme déchu arrivé sur cette terre qui a perdu ses qualités spirituelles. La fontaine de cette colonne brisée alimentait le quartier Saint-Michel en eau potable. François-Richard Bouffin, 1730-1814, dont le père édifia à Bordeaux les plus grands des monuments comme le Palais Rohan avec son frère Nicolas de Lisseferme, était un initié franc-maçonnique du cercle philosophique du musée et ami intime du fils de Montesquieu, Segondat. Ce n'est pas par hasard que les routes de Montesquieu ont pris pour emblème le bijou que les maîtres des rites français du rite écossais ancien accepté accrochent à leur sautoir au 18e degré, le pélican et le phénix. Et ainsi, le chevalier Rose-Croix découvre la foi, l'espérance et la charité. La fontaine de la Grave est située au centre d'un espace octogonal. Il faut descendre 2 marches pour y accéder. La partie haute est formée d'une colonne en pierre dans un esprit antique, et le sommet de la colonne, avec ses concrétions, symbolise le jaillissement de l'eau, source de vie, même si la colonne, symboliquement, est brisée. La sortie de l'eau s'effectue par la partie basse, par l'intermédiaire de 4 mascarons à tête animale. L'eau se déverse ensuite dans 4 vasques situées sous les mascarons. Et puis j'arrive devant l'église Sainte-Croix, l'église où fut baptisé Martinez de Pasquali, un très grand illuministe du XVIIIe siècle qui créa l'ordre martinésiste. À Bordeaux, la matière n'est pas figée, mais devient expressive, car la pierre brute y rejoint la pierre taillée. Nous ne pouvons effacer les empreintes que les architectes francs-maçons bordelais ont posées au travers de leur équerre et de leur compas. Les contrastes de la ville, les contours des immeubles, rien n'est dû au hasard, que ce soit les constructions de quartiers en forme de triangle, que nous allons découvrir tout à l'heure, ou des courbes ou des cercles tracés par leur compas, comme la place Gambetta, le marché des grands hommes, la place du marché des Chartrons, celle des Capucins, la place Péberlan, les coupoles de l'église Notre-Dame ou celle de l'hôpital Saint-André. En fait, nous allons retrouver dans cette promenade initiatique une succession de triangles et de cercles, mais aussi de carrés longs, que ce soit la place des Quinconces ou le Grand Théâtre, comme déjà évoqué. Le blason de Bordeaux évoque les 3 faces de la Lune et en fait le sceau de la triple Hécate romaine qui était la déesse des enfers. La Lune montante, la Lune descendante et la nouvelle Lune. Cette filiation blasonique fait la réputation de tous les occultistes et initiés célèbres qui sont tous venus découvrir des secrets à Bordeaux. Que ce soit Nostradamus, Ulrich de Mayence, Cagliostro, Victor Hugo, venu admirer les momies de la crypte Saint-Michel, Martinez de Pasquali,
Louis-Claude de Saint-Martin et Villermoz. Les travaux d'édification du tramway ont permis aussi aux archéologues de montrer que Bordeaux était depuis la nuit des temps l'un des hauts lieux du paganisme où se rencontraient les autels de nombreuses religions, ce qui va permettre de comprendre le syncrétisme de tous ces cultes. On peut les différencier en deux blocs. Les cultes populaires, suivis par la grande masse, qui venaient offrir des sacrifices pour se réconcilier les dieux d'origines diverses, et les cultes initiatiques, où l'on révélait plus ou moins, sous le sceau du secret, divers mystères. Ainsi, on va retrouver le culte de Saint Christoli, qui est devenu ensuite Saint Christophe. Saint Christoli, c'est Christ oli, c'est-à-dire le Christ oint d'huile. Et cette église de Saint Christoli était bâtie sur l'ancien temple de Mercure, là où est situé maintenant le centre commercial de Saint Christoli, dont les derniers vestiges furent détruits en 1903. Ensuite, rue Porte d'Igeot, se trouvait un ancien temple de Jupiter, parce que Jupiter en latin c'est Di Jovi, ce qui est devenu la rue d'Igeot. Rue Saint-Rémy, nous découvrons un ancien temple dédié à Janus. Janus qui représente les deux faces du soleil et qui correspond aux deux Saint-Jean, la Saint-Jean d'été et la Saint-Jean d'hiver. Saint-Jean Baptiste et Saint-Jean l'Évangéliste, dont nous retrouvons le symbolisme dans tous les temples maçonniques. À Saint-Seurin, l'église est bâtie sur un ancien temple dédié à Saturne. Et l'église Saint-Éloi est bâtie sur un ancien temple dédié à Mars. Jupiter, Saint-Jean, Saturne, Mars, voilà sur quoi Bordeaux s'est édifié. Revenons à Saint Christophe, qui veut dire celui qui porte le Christ. C'est un symbole très important de la doctrine hermétique, car la Kabbale phonétique révèle un sens caché. Chrysophe, C-H-R-Y-S-O-P-H-E, c'est celui qui porte l'or, c'est-à-dire la matière cachée des philosophes, car c'est le hiéroglyphe du soufre solaire, Jésus, ou or naissant, qui est élevé sur les ondes mercurielles et porté ensuite sur l'énergie propre de ce mercure, d'où l'ancien temple de Mercure à cet endroit, au degré de puissance que possède l'élixir de vie obtenu par la pierre philosophale. Alors revenons à cette colonne brisée que j'ai découverte en rentrant à Bordeaux par les quais. Et continuons par la cathédrale Saint-Michel, d'où je vais pouvoir observer sur le porche de l'église le delta lumineux que nous retrouvons dans tous les temples maçonniques. La flèche Saint-Michel et sa crypte représentent le voyage de la terre. Puis nous allons, à partir de cette flèche Saint-Michel, dans lequel étaient initiés les francs-maçons du culte égyptien de Cagliostro, la maçonnerie égyptienne, nous allons découvrir la porte Caillot, la porte de Bourgogne et la place de la Bourse. Revenons sur la cathédrale Saint-Michel, ornée sur sa façade nord d'un vitrail en forme de fleur de vie, composé de 12 tracés en forme de cercle, comme la construction invisible des tableaux de loge des francs-maçons. Dans le narthex de la cathédrale Saint-Michel figure donc ce delta flamboyant caché en haut de la porte, indiquant bien que c'est à partir de cette étape qu'on peut regarder la lumière qui se tient à l'Orient. La flèche Saint-Michel, toute proche, avec sa crypte, est bien la chambre de réception ou le cabinet de réflexion que l'on retrouve en maçonnerie. Martinez de Pasquali, initié dans la crypte Saint-Michel, et futur hélicoène, et en particulier Cagliostro, lui, en fit son cabinet de réflexion pour la haute maçonnerie égyptienne. Cagliostro, à son arrivée à Bordeaux, se fit initier à l'ordre des chevaliers hélicoènes de l'univers par Martinez de Pasquali. Et il dut pénétrer dans le caveau de Saint-Michel qui servait de cabinet de réflexion avant la réception dans cet ordre opératif. Et là, l'histoire fit la légende de Cagliostro. Je cite entre guillemets.
Les supérieurs inconnus avaient depuis longtemps décidé de révéler bien des secrets à Cagliostro, et peu après son initiation, il fut dédoublé et transporté en esprit sous la tour Saint-Michel à une grande profondeur, et là, comme il indiquera plus tard, quand il fut torturé et interrogé par les inquisiteurs de Rome, il se trouva dans une magnifique salle souterraine où se tenait une assemblée d'hommes vêtus des tuniques des prêtres égyptiens. Il y reconnut les Templiers du Vieil Ordre, des francs-maçons des rites spirituels décédés depuis des années. Là, il y reçut les enseignements du rite égyptien qui allait donner naissance à la maçonnerie égyptienne avant de se transformer en haute maçonnerie égyptienne à Lyon le 26 décembre 1784 dans la loge La Sagesse Triomphante. C'est là aussi que le grand Cophte Cagliostro reçut à la fois son sceau inspiré du bouclier de Mercure philosophique du portail de la cathédrale de Paris et l'ordre d'ouvrir désormais aux femmes les arcanes de l'art royal. Fermez les guillemets, et ceci vient des récits de Mademoiselle d'Ornano, qui fut aussi une adepte du rite égyptien à Bordeaux. Alors Saint-Michel, c'est toujours le début de l'alchimie, parce que Saint-Michel, Michael, c'est l'anagramme d'alchémie. C'est ici à Saint-Michel, dans sa crypte et ses 3 souterrains, qu'il fut question de choses terrifiantes et magiques, de secrets qui remontaient à la nuit des temps, de forces de ténèbres, liées pour des ans et des siècles, de rituels funéraires, de momies, de livres des morts, de charniers et de chemins qui descendent dans les entrailles du sol bordelais et qui faisaient penser à ce que gardait le Minotaure. Je vous renvoie à la vidéo précédente que j'ai faite sur Saint-Michel et sur ses 3 souterrains. Alors de cette crypte de la cathédrale Saint-Michel ne subsistent plus les 3 souterrains qui débouchaient, un sur la Garonne, le deuxième sur la porte Caillot, le troisième sur la rue du Mirail. La rue du Mirail, devant son nom, au nom patois de Mirail qui signifie miroir, qui servit à paralyser un basilic qui terrifiait le quartier, d'après les légendes. Là encore, le miroir hautement symbolique, dans toute initiation maçonnique, interpelle et nous renvoie au sens initiatique caché. Certaines légendes disent même que l'Arche d'Alliance aurait séjourné dans un souterrain apporté ici par le Wisigoth Alaric en 467. On retrouve d'ailleurs dans le symbolisme de la porte de Bourgogne une certaine ressemblance avec l'Arche d'Alliance. La cathédrale Saint-Michel, nous l'avons vu dans une vidéo précédente, s'insère aussi dans un zodiaque sacré qui reliait 12 cathédrales de France à une 13e au centre de cette roue, la cathédrale de Bourges. La cathédrale Saint-Michel est associée au signe du Cancer et à la 4e lettre hébraïque, la lettre d'Aleph. En quittant la basilique Saint-Michel, nous remontons vers le cours Victor Hugo, près des Halles Lagru, là où se tenait le Mitréum, M-I-T-H-R-E-U-M, c'est-à-dire le temple dédié à Mitra, que l'on découvrit en 1986 lors de la démolition du magasin Parunis. Dans la religion de Mitra, qui signifie en phénicien le but présagé, les initiés se nommaient selon leur grade, corbeau, lion, et ils se donnaient également le nom de frères, comme dans tous les temples maçonniques. Et en haut de la hiérarchie, il y avait les pères et aussi les pères des pères. L'évêque Fort, F-O-R-T, qui a vécu à Bordeaux, aurait même été un père des pères. Nous allons aller maintenant vers la cathédrale Saint-André. Saint-André qui a pour symbole le X, puisqu'il a été crucifié les bras et les jambes en forme de X. Nous passons par la place Camille-Jullian. Au milieu de cette place carrée figure une colonne érigée qui représente le nombre 5 que nous retrouvons encore sur la place des Quinconces ou que nous retrouvons à l'intérieur du grand opéra qui comporte au plafond des rangées de 5 colonnes et de 5 lignes. À côté de cette colonne repose une pierre cubique, symbole majeur de l'homme dans sa construction personnelle comme dans son devenir. Elle est l'emblème majeur du travail que tout initié doit effectuer sur lui, en lui et pour lui. Mais cette pierre cubique n'est pas la pierre cubique à pointe, surnommée d'un pyramidion. Ici, place Camille-Jullian, c'est bien un cube,
représentation du monde matériel et de l'univers, de la stabilité, de la perfection morale et de la Jérusalem céleste. Ce qui est normal, puisque nos pas nous dirigent vers la cathédrale Saint-André, et donc vers Saint-André, le proche du Christ. Cette pierre cubique est donc bien carrée pour qu'on ne puisse pas perdre l'équilibre pour rester toujours debout. Continuité d'aduxstate, c'est-à-dire la colonne brisée qui indique « il est toujours debout », ce qui veut dire que nous sommes sur le bon chemin. Nous arrivons donc à la cathédrale Saint-André, qui fut d'abord édifiée à l'angle sud-ouest de l'enceinte gallo-romaine, à l'emplacement d'un temple romain dédié à la Magna Mater, c'est-à-dire la terre-mère, ou la mère-terre. C'est l'archevêque de la cathédrale Saint-André, Mériadec de Rohan, qui fit construire le palais Rohan, devenu l'hôtel de ville. Mais Mériadec de Rohan était aussi connu des initiés bordelais, non seulement pour son appartenance à la maçonnerie bordelaise, mais pour avoir été le disciple de Martinès de Pasquali, qui a laissé des traces indélébiles dans la ville initiatique. Et nous retrouvons le pavé mosaïque de la cathédrale Saint-André.